Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Jean-Pierre Baudouin, 56 ans, né à Sherbrooke au Québec. En couple, il est entrepreneur en série depuis l'âge de 13 ans. Il a développé des dizaines d'entreprises, il a excessivement bien réussi dans plusieurs domaines, dont la radio, la production d'événements, l'hôtellerie, la restauration et le web. Il a réussi beaucoup de choses, il avait beaucoup d'argent avec beaucoup d'employés comme il dit. Par contre, sa vie n'était pas vraiment alignée ni équilibrée et il a eu un accident en 2013 dans lequel il s'est vu mourir. Et à ce moment-là, il a complètement changé sa vie. Il a vendu toutes ses entreprises, excepté une entreprise de production événementielle, et il est devenu conférencier. Aujourd'hui, on peut le retrouver en tournée en francophonie avec son spectacle de Marche sur le feu, car il a été formé par le fameux Tony Robbins. Depuis, il vit de sa passion et il est heureux. Jean-Pierre, bonjour à toi. Bonjour, comment ça va mon ami? Très bien, je suis tellement contente de faire cet épisode avec toi. Pareillement, merci de ton invitation. Je vais te demander de te présenter. Qui est Jean-Pierre? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Quelle grande question! Je suis un être passionné. Je suis un être passionné qui, à chaque jour, n'a pas l'impression de travailler parce que je fais ce que j'aime au plus profond de moi-même, puis j'essaye à chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même. C'est ce que je me suis donné comme mission de vie, à chaque jour à travailler, à devenir une meilleure version de moi-même. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial qui prend beaucoup de place dans ma vie, de vivre ma vie selon ma passion, mes valeurs, puis aligné sur qui je suis profondément. C'est quelque chose pour moi qui est primordial. Ouais. J'aime beaucoup parce que tu me disais qu'avant, tu avais réussi dans la vie, mais tu n'avais pas réussi ta vie. Et là, maintenant, tu dis que tu as réussi ta vie. Alors du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est qui tu étais avant ton accident. J'étais un homme très ambitieux qui voulait réussir, qui avait un très, très gros ego. Donc, j'ai vécu dans la vie des gens riches et célèbres avec beaucoup de visibilité auprès des médias et tout ça parce que j'étais dans le milieu du spectacle. Donc, je fréquentais des grands artistes internationaux, des grands producteurs, etc., etc. Et j'ai bâti plusieurs entreprises millionnaires et puis, mais j'étais vraiment une merde. Donc, je faisais pas face à mes émotions. J'étais pas une si bonne personne que ça dans le fond parce que mes valeurs n'étaient pas très bonnes. Mes valeurs, c'était de faire de l'argent, c'était réussir. Et vu que j'étais très mal avec moi-même au niveau de mes émotions qui venaient de ma révolte suite à la mort de mon père à l'âge de 13 ans, je voulais pas faire face à mes émotions. Donc, je me suis toujours donné une espèce de rôle de victime. Et le workaholisme, la consommation d'alcool et de drogue a été pour moi une porte de sortie pour écraser toutes ces émotions-là. Et donc, j'étais un homme qui travaillait beaucoup, qui était très, très visible, qui avait beaucoup de fêtes alentour de lui. Donc, beaucoup de gens alentour de moi qui me fréquentaient pour des mauvaises raisons, pour pouvoir faire profiter de tout ça. Donc, j'étais une personne qui réussissait super bien dans la vie, donc qui a créé des entreprises avec des centaines d'employés, des millions de chiffres d'affaires, mais qui arrivait le soir chez lui et qui était malheureux dans le fond, et qui gelait tout ça en travaillant très, très fort, de plus en plus, toujours de plus en plus, pour nourrir cet ego sans fin qui m'a amené absolument rien.
Tu dis que tes valeurs à l'époque, c'était pas du tout celles d'aujourd'hui, que tu étais coupé de tes émotions, que tu étais dans l'ego, dans l'excès de réussite, d'alcool, etc. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont dans ce chemin-là parce qu'ils pensent que c'est celui qu'il faut suivre. Est-ce que toi, c'était la vision que tu avais de réussir sa vie? À ce moment-là, oui, c'était ma vision de ça. C'était la vision de la réussite pour moi, c'était l'argent, c'était les possessions matérielles, mais tout ça, dans le fond, ça vaut absolument rien. Quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi, la vie ne vaut pas la peine. Et puis, moi, c'est la vie qui m'a donné un wake-up call. Tu sais, la vie m'a, une journée, je me suis levé, j'ai eu un problème avec un œil, et j'ai commencé à subir des tests pour savoir ce que j'avais, pour me faire dire par mon médecin quelques mois plus tard qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre si je subissais pas une opération très risquée au cœur. Et tout ça est venu chambouler complètement ma vie. Parce que je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait comme la vie, c'est beaucoup plus que tout ce que j'ai fait à date. Et la vie mérite d'être vécue. Donc, au lieu de vivre cette épreuve-là, ce wake-up call-là de façon en jouant la victime, parce que j'aurais pu facilement dire pourquoi encore moi, après m'avoir vu mon père à 13 ans, pourquoi aujourd'hui encore moi qui dois subir une opération, mais j'ai vécu ça comme quelque chose d'une deuxième chance. Donc j'ai décidé de prendre ça comme une deuxième chance de changer ma vie, parce que le privilège de vieillir n'appartient pas à tous, puis quand on passe proche de perdre la vie, moi je suis carrément décédé sur une table d'opération, tu te rends compte de la beauté de celle-ci. Et souvent on dit que c'est au moment où on passe pas de perdre notre vie, qu'on se rend compte qu'on en a juste une. Et moi, ce que j'espère faire, c'est de passer le message aux gens, de ne pas se rendre au bout, de ne pas se rendre au bout du burn-out, de l'épuisement professionnel, de la séparation, du mal-être intérieur, de la mort, avant de se rendre compte que la vie mérite d'être vécue à fond et de façon passionnelle, et que c'est magnifique la vie. Et quand on commence à voir la vie de cette façon-là, dans un autre, avec un autre prisme, mais tout change. Et moi, c'était vraiment un changement énorme, drastique, merveilleux que la vie a mis sur mon chemin, puis je le remercierai jamais. Le plus beau cadeau que la vie m'a fait, c'est de me faire mourir sur une table d'opération. Donc, l'expression que tu utilises, c'est le wake-up call, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. J'ai un des derniers clients que j'ai accompagné, il a perdu son papa qui était jeune. Enfin, jeune, c'est l'année de sa retraite. Et en fait, son père, pendant des années avant d'être à la retraite, lui disait: non, mais t'inquiète pas, je profiterai, j'irai faire du sport, je ferai ça au moment de passer à la retraite. Et l'âge de la retraite est arrivé et il a eu un diagnostic de cancer. Et ensuite, il est décédé. Et en fait, ce client, depuis, il se dit dans sa tête inconsciemment qu'il lui reste 10 ans. Et il se dit que peut-être que lui aussi, il va décéder au même âge que son père. Donc du coup, là, on va dire qu'il brûle la vie par les deux bouts. Et ça fait écho à l'histoire que tu racontes dans ton spectacle de Marche sur le feu que j'ai vu à Lyon. Et si tu peux un peu nous parler de cette croyance que tu avais, toi. Ouais, ben moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Donc moi, quand mon père est décédé, je me suis donné un rôle de victime, pauvre moi, j'ai perdu mon père jeune, le bon Dieu, donc mais pas gentil, et je me suis donné, et c'est ça qui m'a donné l'espèce d'excuse toute ma vie de consommateur. Et là, les gens me disaient: pourquoi tu vis à 100 000 à l'heure, Jean-Pierre? Puis je disais toujours aux gens: moi, je vis à 100 000 à l'heure parce que je vais mourir jeune comme mon père. Je vais mourir à la même âge que mon père, à 47 ans. Et c'est ça ce que je racontais aux gens. Donc, je vis à 100 000 à l'heure parce que j'ai envie de vivre à fond, parce que mourir jeune, fait que je veux vivre à fond. Et la vie est tellement bien faite, et le pouvoir de l'histoire qu'on se raconte est tellement incroyable qu'à 47 ans, c'est là que j'ai vécu mon expérience de mort imminente. Donc, l'histoire que je me suis racontée, je l'ai créée. Et je l'ai créée en m'auto-détruisant. Donc, c'est l'autodestruction tout au long de ma vie, ma première vie, comme j'aime dire, qui m'a amené à vivre cette situation-là, mais c'est l'histoire que je me suis racontée. Donc, ce que la vie met sur notre chemin est basé sur ce que l'on croit profondément. Et si on croit qu'on va mourir dans 10 ans,
ben tu mets beaucoup de chances de ton côté de mourir dans 10 ans. Il faut faire très attention aux histoires qu'on se raconte parce qu'on vient qu'à les créer. Ce que l'on croit devient le filtre au travers lequel on voit la vie et notre réalité devient filtrée par celle-ci. Donc, il faut faire très attention aux histoires qu'on se raconte. Puis, il y en a beaucoup d'histoires de gens qui travaillent très fort et qui disent un jour, je vais profiter de la vie à ma retraite. Mais il y a beaucoup de gens qui disent un jour, je ferai ceci, un jour, je ferai cela, mais un jour ne viendra jamais. Donc, c'est chaque jour de notre vie qu'on doit profiter de la vie. Et moi, c'est ça que j'ai appris là-dedans. C'est à chaque jour. En anglais, on dit « Every day above ground is a great day ». Chaque jour passé au-dessus de la terre est un beau jour. Parce qu'une fois qu'on est enterré, c'est fini. Et il faut profiter à chaque jour de cette beauté, de cette énergie extraordinaire, de cette chance que l'on a de marcher notre chemin sur cette terre et d'être en interaction avec les êtres humains fabuleux qu'on a autour de nous. Donc moi, j'ai l'urgence de vivre à fond et très, très fort à l'intérieur de moi. Et j'invite les gens à se raconter des histoires fabuleuses. Moi, je me raconte maintenant des histoires fabuleuses où je veux créer des choses et je les mets en application. Je manifeste ce que je crois, ce que je veux créer dans ma vie parce que je le crois profondément et je me le raconte et je me visualise et je le fais parce que tout est possible. Donc, ça marche des deux côtés, ça fonctionne des deux côtés. Donc, si je me dis que je vais mourir à tel âge, je l'ai créé, cette réalité-là. Mais quand je dis que je vais devenir un conférencier international et je vais devenir un coach de performance, c'est que mais c'est exactement ce que j'ai créé. Donc, j'ai créé ce que j'ai vécu de façon négative, m'a donné beaucoup de leçons qui me servent maintenant de façon positive. Et ça, mais je trouve ça fabuleux, ouais. Donc ton papa est décédé, il avait 47 ans. Ouais. Et toi, tu peux nous raconter un peu ce qui t'est arrivé quand tu en avais 46? Ouais, mais c'est ça, c'est là que j'ai eu un problème avec un œil. Je me suis réveillé au Costa Rica un matin, parce que je passe mes hivers au Costa Rica. Et j'étais sur mon condo, sur le balcon de mon condominium, et puis j'avais un problème avec un œil. Et bon, comme tout homme qui se respecte, j'avais pas le temps d'aller à l'hôpital, j'étais trop occupé. Donc je mettais des gouttes, c'était n'importe quoi. Et quand je suis revenu au Québec, ma copine m'a dit, mais là, faut que tu ailles vérifier, vérifier tout ça. Et là, mais j'ai passé une batterie de tests. Et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais un problème majeur au cœur. Et que le médecin était même surpris que je sois encore vivant avec l'état de mon cœur à ce moment-là. Mon cœur était rendu plus gros d'un côté parce que ma valve aortique était comme fermée. Mon aorte était en train d'exploser. Et j'étais vraiment dans un piteux état. Et donc, ils ont dû m'opérer. Ça a été une opération très risquée qui devait durer 3 heures et qui a duré 9h30. Et je suis décédé sur la table d'opération. Donc, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et donc, je suis sorti de mon corps. Je me suis vu coucher sur une table d'opération. Et puis, je suis allé à la rencontre de mon père. J'ai vu mon père lors de cette expérience de mort imminente-là. Et puis, bien sûr, je suis revenu. Sinon, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Mais j'avais pas envie de revenir. J'avais envie de rester là-bas parce que c'était magnifique. Puis, une chose que ça m'a appris, tout ça, c'est que la mort, c'est pas la fin de quelque chose. C'est une continuité. Et ça, mais ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui viennent vers moi pour que je leur parle de cette expérience de mort imminente parce qu'on veut tous savoir qu'est-ce qu'il y a après. Et moi, pour y être allé, je peux vous dire que c'est magnifique, c'est incroyable. Et pour moi, ça a ouvert une espèce de nouvelle réalité. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de vivre à fond et de vivre ce qui m'est arrivé dans la gratitude. Donc, dans le fond, moi, je dis merci à la vie de m'avoir fait vivre cette mort-là, pour m'avoir permis premièrement, de me choisir, de décider de vivre une vie équilibrée et alignée sur mes passions, et ne plus être la victime de ce qui m'arrive dans la vie. Moi, j'ai pour mon dire que ce qui nous arrive dans la vie ne nous arrive pas à nous. Ça nous arrive pour nous. Toutes les épreuves que la vie met sur notre chemin, ça nous arrive pour nous. Ça nous arrive pour nous apprendre à grandir. C'est des épreuves, mais c'est des leçons avant toute chose. Et quand on commence à voir la vie comme ça, mais c'est extraordinaire, parce que moi, chaque épreuve que la vie met sur mon chemin, c'est Noël. Je suis super content. Ouais, il y a un cadeau caché derrière. Il y a toujours un cadeau caché derrière les épreuves que la vie met sur notre chemin. Et quand on commence à voir la vie comme ça, mais tout est 10 fois plus beau, plus rempli d'énergie, plus magnifique. Et il y a toujours un sens positif à tout ce qui nous arrive. Et ça, mais moi, ça a complètement changé ma façon de voir la vie. Et j'en suis tellement heureux parce que je suis heureux à chaque jour de ma vie maintenant. Et quand tu parles d'expérience de mort imminente, il y a des personnes, ils ont entendu parler de ça.
il y a de plus en plus de sujets sur ça. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé du côté des médecins? T'en as parlé avec eux après? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils t'ont vu sur cette table, ton cœur s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, tu sais, une chose qui est sûre, c'est que tout dépendant les gens, il y a des gens qui m'écoutent, qui disent il est complètement barré, et il y a des C'est gens ça. qui disent qu'ils comprennent tout ça, puis c'est OK. On n'est pas tous à la même place, puis c'est parfait. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui leur parle, pour d'autres moins, puis c'est OK. Je pense qu'il faut respecter la vision de tout le monde dans tout ça. Ben moi, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu des problèmes majeurs avec mon cœur, donc mon cœur a arrêté de ben, il était arrêté, mon cœur, parce qu'ils ont dû arrêter mon cœur pour pouvoir le couper en deux, pour l'ouvrir, pour aller faire le changement à l'intérieur du cœur. Donc, le cœur avait été sorti de mon corps. Il devait ouvrir mon cœur pour venir changer les trucs. Bon. Fait que c'était une opération très, très risquée. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que mon cœur était arrêté, mais à un moment donné, il y a eu des problèmes majeurs. Et là, le médecin n'était pas convaincu qu'il était capable de finaliser le boulot. Et puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai vécu un moment où que je suis sorti de mon corps. Donc, j'étais comme dans une mort contrôlée par les médecins. Mais à un moment donné, ça allait vraiment pas bien. Puis moi, quand je suis sorti, j'ai voyais travailler, puis ça allait vraiment pas bien. Fait que c'était un moment où T'as vu du dessus, ça, c'est ça? il y a un petit moment où que je suis parti et j'étais décédé. Qu'est-ce que tu as dit, ce que j'ai pas compris? Tu t'es vu du dessus, c'est pour qu'on essaye de Ouais, ouais, moi, visualiser. dans le fond, je me suis vu, c'était une immense salle d'opération, tout était blanc, et je me suis senti sortir de mon corps et je suis allé comme dans le coin supérieur de la salle et je me voyais coucher sur la salle et je voyais les gens travailler. Et après ça, mais je suis parti dans un espèce de couloir énergétique qui est assez dur à expliquer parce que les mots, puis j'ai écrit un chapitre complet dans mon livre qui vient de sortir où j'explique tout ça. Mais qu'est-ce qui est très dur, c'est que les mots qu'on utilise sur la Terre n'ont pas le même sens et on n'est pas capable d'expliquer exactement ce qui se passe. Mais c'est quelque chose de fabuleux, c'est de toute beauté, c'est une énergie remplie d'amour et de... j'en parle, toutes les fois que j'en parle, j'ai des frissons. Ouais. Quand j'étais jeune, ma maman a eu une expérience comme ça, elle m'en avait parlé. Et ouais, elle m'en avait parlé justement. Et donc du coup, ça me fait écho d'entendre toutes ces histoires qui sont relatées. On a des films où on voit ça. Et effectivement, il n'y a pas de mots, si j'ai bien compris. C'est vraiment une sensation. Mais là où j'ai compris quelque chose, et moi, il m'est arrivé une expérience aussi où je me suis vue partir. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce que j'entends que tu racontes et d'autres personnes, c'est qu'après, on n'a plus peur. Ben, on n'a plus peur de la mort, ça c'est sûr. C'est La ça. mort ne me fait pas peur du tout, du tout, du tout. C'était magnifique, je voulais même pas revenir. Moi, je voulais pas revenir, je voulais rester avec mon père là-bas. Parce que, tu sais, moi, je dis que j'ai vu mon père. J'ai pas vu mon père, j'ai senti mon père. C'est une histoire d'énergie. C'est pas une vision. Puis je voulais pas revenir, mais c'est mon père qui m'a ramené en me disant, t'as d'autres trucs à faire sur la terre, tu dois continuer à aller vivre ta vie. Et puis, mais oui, la peur de la mort disparaît. Parce que c'est fabuleux, puis c'est pas la fin, parce que souvent, on a peur de la mort parce qu'on se demande ce qu'il y a de l'autre côté, on se demande si c'est la fin de tout, puis c'est pas la fin. Donc, c'est une continuité vers un autre niveau énergétique, un autre niveau de conscience, peu importe comment on l'appelle, peu importe comment on voit ça. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose après. Une fois qu'on sait ça, ben ça change carrément notre réalité, comme je disais tantôt, ce que l'on croit par rapport à la vie, par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que la vie peut faire pour nous, mais ça crée notre réalité. Donc moi, mon filtre a changé. Donc ma perception de la vie a beaucoup changé face à tout ça. Et pour moi, elle est encore plus puissante et elle est, moi je pourrais dire ça. C'est un trésor. C'est une chance inouïe que l'on a de vivre ce que l'on vit en ce moment. Et après cette opération, donc tu t'expliquais que tu as vendu toutes tes entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic? Comment t'as switché? Ben, même avant mon opération, j'ai commencé déjà à me libérer de certains trucs parce que quand il est arrivé, je me suis fait dire tout ça, que je devais subir tout ça. Et à partir de là, moi, j'ai décidé d'arrêter de consommer complètement. Donc, puis suite à mon opération, c'est sûr, je peux plus consommer parce que, bon, j'ai une valve mécanique, je dois contrôler mon sang et tout ça. Et
tout mon entourage, tous les gens que je fréquentais, ça n'avait plus aucun sens dans ma vie, là. Fait que la plupart des gens à qui je concentrais, qui étaient mes partenaires d'affaires, c'était des gens comme moi, qui visaient l'ego, qui voulaient toujours plus, 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 plus. Et tout ça n'avait plus aucun sens pour moi. Donc, moi, ma vie, elle a complètement changé. Tout mon entourage a changé. Les gens qui étaient près de moi, parce qu'ils aimaient pouvoir venir dans les loges, pour venir voir les loges VIP, pour venir voir les spectacles de tous les artistes internationaux, aller aux fêtes du Cirque du Soleil, parce qu'on allait chez le propriétaire du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. J'avais un ami, donc on a toujours des gros trucs. Fait que les amis, moi, j'amenais tous mes amis avec moi, puis je payais toujours. Donc, ces gens-là sont disparus de ma vie. La journée où moi, je consommais plus, puis que je faisais plus la fête, il n'y avait plus aucun intérêt pour moi. Donc, ça m'a aussi mis en pleine figure qui sont les personnes très importantes dans ma vie, qui sont les personnes avec qui je dois vraiment passer du temps. Et la plupart, je pourrais dire que 95% des gens que je fréquentais, je les fréquente plus. Parce que ces gens-là ma réalité était très différente. Donc, les gens autour de moi étaient très, très différents. Donc, ça l'a fait un ménage. Donc, c'est pour ça que j'ai vendu la plupart de mes entreprises, parce que, premièrement, je voulais plus vivre le workaholic parce qu'à ce moment-là, j'avais à peu près 200 employés. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, comme je disais, mes partenaires étaient tous basés sur la réussite monétaire et non pas la réussite de la vie. Donc, c'est très différent, parce qu'on peut réussir notre vie et bien la réussir de façon monétaire. Mais des fois, on peut juste réussir monétairement, faire beaucoup d'argent, mais être une merde, comme j'étais. Et ta copine de l'époque? Elle est encore là. Ouais, ma copine de l'époque, Pascal, je pense que j'étais avec elle comme 2 ans avant que tout ça arrive. Et elle est restée là. Donc, elle est restée là et puis ça va super bien. Puis je l'adore. C'est une des raisons pourquoi je suis encore ici, parce que c'est elle qui m'a forcé à aller me faire vérifier, passer les tests à l'hôpital, parce que je suis pas sûr que je serais allé si ça n'aurait pas été là. Puis si je serais pas allé, il me restait quelques semaines à vivre. Là. Le médecin me disait, je comprends pas pourquoi tu es encore debout. Donc si je serais pas allé quand elle m'a forcé, entre guillemets, ou fortement recommandé d'y aller, je serais sûrement mort aujourd'hui. Fait qu'elle m'a peut-être sauvé la vie. Et du coup, elle a connu les 2 Jean-Pierre. Ouais. Et elle t'accompagne dans tout ta nouvelle aventure, là. Oui, vraiment. Elle travaille avec moi. Donc, c'est une personne qui travaille au développement de mes différents projets. Et puis, je pense qu'elle préfère beaucoup le nouveau Jean-Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À quel moment t'as rencontré Tony Robbins? Suite à tout ça, moi, je suis retourné, après mon opération cœur ouvert, j'ai été en convalescence, bien sûr, et je suis retourné au Costa Rica à Noël qui a suivi. Je me suis fait opérer le 11 septembre 2013. Donc, le Noël qui a suivi, j'ai amené toute ma famille pour passer Noël. Mes sœurs, mes nièces, tout le monde, les enfants de ma blonde, et ma copine et tout ça. Ils ont allé passer Noël là-bas, puis quand ils sont partis, moi, je suis resté là-bas pour me reconnecter, reprendre mon énergie, tout ça. Et après, j'ai décidé d'aller à un événement qui s'appelle Unleash the Power Within de Tony Robbins en Floride. Et fait que je suis allé là, puis c'est la première fois que j'ai rencontré Tony Robbins en personne. Et cet événement-là a complètement changé ma vie. Et des fois, ça paraît un peu surfait de dire que l'événement a changé notre vie, mais pour moi, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai pris une décision à ce moment-là. Et tu peux expliquer qui est Tony Robbins? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas qui il est. Tony Robbins, c'est le maître du développement personnel mondialement parlant. C'est la personne qui est le plus connue dans le développement personnel. Il fait ça depuis 30-40 ans. Il fait des stades avec des 10, 15, 20 000 personnes. C'est un homme incroyable qui mérite d'être connu. Si vous ne le connaissez pas, découvrez cet homme qui a énormément de charisme, énormément de messages hyper puissants, autant pour les personnes dans la vie de tous les jours qu'au niveau business aussi. Et lors de cet événement-là, mais c'est là que j'ai fait ma première marche sur le feu, mais c'est pas ça qui m'a marqué, moi, lors de cet événement-là. C'est que lors de cet événement-là, moi, j'étais dans une période où je me cherchais et je me demandais ce que j'allais faire de ma vie suite à mon opération. Et à un moment donné, durant la soirée, il a dit une chose, c'est « What if life was not happening to you, but for you? » Donc, et si la vie ne t'arrivait pas à toi, mais pour toi? Et moi, quand il a dit ça, c'était comme une gifle en pleine figure. J'ai l'impression qu'il disait à moi.
Et c'est comme si j'ai fait, OK, tout ce qui m'est arrivé, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé pour moi. Et là, moi, mon mindset a complètement changé. C'est comme ça maintenant que je vois la vie. Et quand on voit la vie comme ça, tout devient fantastique. Et ça, c'était le premier message. Puis après ça, on avait un exercice de se fixer 3 objectifs. Et moi, je me suis fixé comme objectif de devenir un auteur à succès dans les 4 prochains mois, de devenir coach haute performance dans les 2 prochaines années et de devenir un conférencier international dans les 4 prochaines. Et je suis revenu au Québec avec ça et j'ai mentionné ça à ma copine qui m'a dit ben, t'es complètement cinglé, mais elle croyait en moi parce qu'elle me connaît que quand je veux quelque chose, je le fais toujours. Et le plus invraisemblable, c'est de devenir auteur à succès parce que j'écrivais pas bien. J'écris déjà encore pas très bien. Je fais encore des fautes dans mes courriels. Et j'étais loin d'être un auteur. Mais pour moi, c'était la base de tout. Fait que mon pourquoi devenir un auteur était très, très puissant parce que c'était la base en me disant, si je deviens un auteur, ça me donnait la crédibilité de devenir un coach. Puis après ça me donnait la crédibilité de devenir un conférencier. Donc, toute ma pyramide de création de ma nouvelle vie était basée là-dessus. Et la vie a bien fait les choses. Mon pourquoi était tellement fort que souvent quand on a un pourquoi fort, un objectif très précis qu'un pourquoi fort, le comment, il vient facilement. Et la vie m'a fait un cadeau. La vie m'a fait un cadeau. Elle a mis Joe Vital. Joe Vital sur mon chemin. Ceux qui connaissent Joe Vital, qui fait partie du livre et du film Le Secret. Un homme chauve qui a écrit dans le livre Le Secret et qui fait partie du film, qui est le spécialiste de la loi de l'attraction. Je suivais ce monsieur-là, puis je recevais des newsletters de lui. Et puis, un jour, j'ai ouvert une de ses newsletters par hasard. Et il voulait redonner à la communauté. Et il voulait aider 20 personnes à devenir des best-selling auteurs, à devenir des auteurs à succès. Donc, on devait lui écrire pour lui expliquer c'était quoi pour nous la loi de l'attraction. Donc, j'ai écrit une lettre. Parce que c'est beau d'avoir l'opportunité qui se présente devant nous, mais il faut passer à l'action dans la vie. Parce que souvent, on a des opportunités, mais on passe pas à l'action et on les perd. Donc, je passais à l'action. J'ai écrit en anglais en disant j'étais qui, j'ai compté mon histoire et j'ai compté ma vision de la loi de l'attraction et tout ça. Et d'une façon un peu baveuse, parce que j'étais un petit peu cocky, comme je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en lui disant que s'il me prenait pas, comment? C'est l'ego, coquille? Ouais, un peu, mais bien placé, celle-là. Et en lui disant que s'il me prenait pas, mais il était pour le regretter parce que j'étais pour devenir un auteur à succès de toute façon. Et 3 semaines plus tard, le téléphone a sonné et c'était lui, c'est Joe Vital qui m'appelait pour me dire qu'il avait lu mon histoire, qu'il avait bien ri, qu'il me trouvait sympathique et qui voulait voir si je voulais faire partie du projet. Donc, j'ai fait partie d'un projet qui s'appelait The Midas Touch, où j'ai écrit un chapitre dans un collectif. Et le livre a sorti 6 mois après le moment où j'ai mis mon objectif sur papier. Et la journée de sa sortie était un best-seller parce que tous les livres de Joe Vitale sortent un best-seller. Donc ça a été le début d'un paquet de trucs qui m'ont amené après ça à devenir un coach parce que bon, j'étais déjà une personne qui accompagnait des jeunes entrepreneurs avec mon expérience d'entrepreneur, mais après ça, j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. J'étais allé me faire former par lui, par Brandon Burchard, qui est spécialiste de la haute performance en Californie. J'ai été diplômé de l'école de coaching de Tony Robbins. J'ai été diplômé de la Mastery University de Tony Robbins. Et après ça, j'ai commencé à faire du coaching de façon professionnelle. Et après ça, j'ai décidé de devenir un conférencier international. Et là, je voulais me démarquer des autres conférenciers. Puis c'est là que je suis allé me faire former au Firewalking Center en Californie par Tolly Burkin, qui est le fondateur du mouvement de la marche sur le feu en Amérique du Nord. Et à partir de là, je suis devenu un maître instructeur sur la marche sur le feu. Et depuis ce temps-là, je fais des conférences avec Marche sur le feu que tu as vécu un peu partout à travers la francophonie pour le public en général, mais beaucoup avec les entreprises aussi. Je viens intervenir en forme team building auprès des entreprises pour amener les gens à surpasser leurs peurs, à faire face à leurs croyances limitantes, apprendre à transformer l'impossible en possible parce que dans la vie, tout ce que l'on croit impossible demeure impossible pour toujours. Et fait que c'est une question de changement d'état d'esprit, changement de perception, et on peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc, j'amène les gens vraiment à vivre cette expérience-là de marche sur le feu, que des fois, les gens disent c'est un peu fou, mais c'est une question de... Le tapis de braise, il me sert de métaphore pour amener les gens à dire, OK, c'est quoi qui t'empêche? C'est quoi qui est l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller, entre qui tu es aujourd'hui et en qui tu veux devenir? Et j'amène les gens à surpasser cette peur et cette croyance limitante que marcher sur le feu, c'est impossible, pour leur prouver que dans la vie, tout devient possible au moment où on y croit vraiment.
Moi, j'ai tellement aimé cette soirée, ce spectacle-là. J'ai eu des belles prises de conscience qui ont enclenché pas mal de choses d'ailleurs ces derniers mois. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on était quoi? On était 200. Et dans les 200 personnes, on n'était pas 200 experts en développement personnel. On ne faisait pas tous du tout le même métier. Il y avait des novices, d'autres, peu importe. Et j'étais bluffée. Tout le monde est passé. Tout le monde. Et après, quand j'en parlais à des clients ou autres, ils me disaient, mais comment c'est possible? Je dis, mais c'est évident que si tu mets un tapis de braise dans mon salon, que je me lève de mon canapé, je ne pourrais pas le faire. C'est impossible. Par contre, tout ce que tu expliques pendant la conférence, toutes ces choses-là font que ça va nous mettre dans cet état. Et c'est là où on comprend le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de l'esprit. Et c'est vrai, tu le disais, une fois que vous l'avez fait, il y a quelque chose de puissant qui se crée en vous. Et vous avez cette croyance à l'intérieur de vous que vous pouvez tout faire. Oui, puis c'est ça, la conférence, ça dure 3 ou 4 heures, donc il y a vraiment une préparation avant de faire la marche. C'est très important. J'invite personne à faire ça chez lui. Nous sommes des professionnels et il y a une façon d'amener les gens dans le bon état d'esprit. Tout est une question d'état d'esprit, de croyance. Il y a tout le pouvoir d'effet placebo, tout ce que tu crois dans la vie, ton corps peut faire des changements biochimiques. Donc, j'explique tout le fonctionnement de tout ça aux gens, comment être dans le bon état d'esprit, comment faire face à ses émotions, face à la situation dans laquelle il vit, comment les croyances viennent impacter là-dedans, comment les peurs vont t'empêcher de faire le premier pas, mais comment faire le premier pas, puis surpasser tout ça, et amener ton corps également à faire des changements biochimiques pour pouvoir te permettre de le faire. Parce que comme tu disais, si je fais un tapis de braise à l'extérieur d'une salle et que j'amène les gens et que je leur parle pas avant puis je les amène à marcher, ils vont tous se brûler, là. Donc, il y a vraiment un effet très important du pouvoir de nos pensées. Donc, c'est quelque chose quand on prend conscience que nos pensées peuvent nous permettre de faire des grandes choses comme ça, on comprend que on a tous un potentiel illimité. Il s'agit d'y croire, de l'activer, et de faire le premier pas, parce que tout est dans le premier pas, puis dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On a des grands projets, mais le plus difficile, c'est faire le premier pas. Parce qu'une fois qu'on a fait le premier pas, on peut créer le momentum et créer une synergie qui nous amène à passer à l'action de plus en plus. Mais souvent, le premier pas, c'est parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas être assez, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de mourir, on a peur... Ta gueule, comme je disais au cerveau, parce que c'est notre cerveau qui nous conte des histoires. Notre cerveau, il porte toujours notre cerveau, il est là pour nous protéger. Hein. Donc, si on se fie sur notre cerveau pour réussir, on n'y arrivera jamais, parce que notre cerveau est toujours en train de chercher les problèmes et les choses qui vont nous empêcher de faire quelque chose, de réussir quelque chose. Donc, on doit prendre le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos croyances, le contrôle de nos peurs, le contrôle de nos émotions, pour pouvoir décider ce que l'on veut vraiment, et utiliser le pouvoir de nos pensées pour faire des changements biochimiques dans notre corps qui vont nous permettre d'être plus performants, de prendre des meilleures décisions, d'avoir plus de clarté et d'oser faire le premier pas qui va nous amener vers nos plus grands rêves, nos plus grands objectifs. Si tu es convaincu que quelque chose va se passer mal, tu vas faire tout, tu vas créer la mauvaise situation. Fait que dans la vie, on doit s'attendre au mieux. Et quand on s'attend au mieux, on dégage une toute autre énergie qui crée une toute autre réalité. Et souvent, les gens, ils s'attendent toujours au pire. Les gens, ils jouent la victime, pauvre moi, ça va mal. Puis ils trouvent toutes les excuses au monde. C'est à cause du gouvernement, c'est à cause des gens, c'est à cause du voisin, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mes anciennes vies, c'est à cause du bébé en moi, c'est à cause de mon enfant intérieur. On trouve les millions d'excuses pour ne pas faire ce que l'on devrait faire. Et ça, ben, quand on ose après ça, faire un premier pas dans quelque chose de très, très impressionnant comme la marche sur le tapis de braise, on vient changer quelque chose à l'intérieur de nous. On vient créer un nouveau lien neuronal qui nous dit qu'est-ce qu'on croit impossible n'est pas impossible. Puis souvent, les gens qui viennent, il y en a qui viennent au début et qui me disent jamais je vais faire ça de ma vie, mais personne n'est obligé de le faire, la conférence, la marche. Donc les gens, ils viennent des fois pour écouter la conférence, parce que je vais parler de plein de choses super intéressantes, puis ils ne sont pas obligés de le faire. Mais souvent, probablement 50% des gens, quand ils arrivent, ils disent qu'ils ne feront pas la marche. Et à la fin, 99,9% des gens la font, parce qu'ils veulent la faire. On force personne. Mais souvent, ce que les gens, je me souviens une fois, à Biarritz, une dame venait me voir et me disait jamais, Jean-Pierre, jamais je ferai ça, jamais je vais écouter ton truc, mais jamais je vais faire ça. Et à la fin, elle l'a fait.
Il est venu me voir après pour me dire c'est incroyable, je l'ai fait, puis je comprends pas. Mais j'ai dit, tu croyais que c'était impossible au début. Elle dit, ouais, j'étais convaincu que c'était impossible. Puis je dis, là, t'as réussi? Elle dit, oui, j'ai réussi. C'est possible? Elle dit, oui. J'ai dit, c'est facile? Elle dit, oui, c'est facile. Je dis, OK, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu penses que c'est impossible? Il y a plein de choses qu'on s'empêche de faire dans notre vie parce qu'on croit que c'est impossible, sans jamais avoir osé faire le premier pas. Donc, des gens, des fois, ils n'osent pas prendre le téléphone parce qu'ils croient que c'est impossible d'avoir un oui, essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. Mais personne ne va te manger, puis il n'y a pas de dinosaure qui va te tuer. Fait que la peur, c'est un instinct de survie, c'est de nous sauver la vie. Mais là, on laisse la peur nous empêcher de passer à l'action dans notre vie de tous les jours. Il nous empêche de devenir qui on devrait vraiment devenir, nous empêche de vivre la vie que l'on devrait vivre. Et on a tous à l'intérieur de nous le potentiel de réussir. Peu importe ce que l'on veut, on peut le réussir. Il s'agit d'y croire à la base de tout. Et quand on y croit vraiment, puis on ose le faire, puis on surveille notre cerveau qui essaie de nous dire non, 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 il y a un problème, tout devient possible. Et moi, je pense que c'est la plus belle leçon que j'amène les gens à vivre là-bas, c'est de dire, OK, je suis capable de transformer quelque chose que je crois impossible en possibilité. Et là, wow, on vient d'ouvrir un autre monde, une autre perception qui, je l'ai vu pour des centaines et des centaines de fois, les gens m'écrivent que ça les a amenés à oser faire autre chose après. Et moi, juste ça, au début, quand j'ai fait ça, j'ai dit, si je peux avoir un impact dans la vie d'une personne, je vais être heureux. Et là, mais c'est des centaines de personnes qui, grâce à ça, puis c'est pas moi qui le fais, c'est eux. C'est eux qui font le premier pas. C'est eux qui prennent conscience de. Puis c'est eux, suite à cette prise de conscience, qui décident de passer à l'action dans une autre sphère de leur vie. Et on sent la mission qui t'anime derrière, de les emmener à ça, c'est très très beau. Et pour cette année 2024, est-ce que tu as des dates de prévues en France? Oui, j'ai une date de prévue en France seulement. Je vais faire, en 2024, je fais seulement une date au Québec, une date en France, parce que j'ai beaucoup d'autres projets. Donc, je vais être à Lyon le 19 octobre 2024. Donc, c'est la seule date pour 2024 en France, en Europe. Ouvert au public, parce qu'il y a des privés qui vont se faire, mais ouvert au public. Donc, si les gens sont intéressés, les billets sont déjà en vente. Il y a déjà à peu près la moitié de la salle de remplie. Donc, j'invite les gens. jpbaudouin.com, mon site web, si les gens ont envie de vivre une expérience. Et peut-être que tu seras encore des nôtres cette fois-ci. Ah oui, j'aimerais bien. Dis-moi, tu m'as dit que tes 3 plus grandes valeurs sont la liberté, la contribution et l'amour. En quoi ta vie professionnelle, elle est alignée avec ces valeurs maintenant? Mais ma vie professionnelle est alignée avec ces valeurs-là parce que premièrement, je fais ce que je veux quand je veux. Donc, je suis totalement libre en ce moment de faire ce que je veux quand je veux. Et je fais ce que j'aime. Donc, c'est bourré d'amour. Je fais ça avec beaucoup d'amour. Et pour moi, la contribution est super importante. Donc, je veux contribuer à plus grand que moi. Et je sais que j'accompagne beaucoup de gens. Et j'invite les gens à prendre des prises de conscience dans mes accompagnements, qui pour moi est une contribution à plus grand que moi. Et donc, pour ça que pour moi, je suis libre, je contribue, je suis rempli d'amour, et tout ça me rend, je le dis, puis ça me rend heureux. Juste de voir d'avoir des valeurs comme ça, pour moi, c'est comme, wow, ils sont tellement loin de mes anciennes valeurs, c'est tellement loin. Mais ces 3 valeurs-là, à chaque jour, me nourrissent et me rappellent que ce que je fais est aligné sur qui je suis vraiment et ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est ma mission. Ma mission, c'est vraiment d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux. Ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et ça, je le fais. Et après ça, contribuer, c'est d'aider les gens à grandir. Et grandir moi-même. Parce qu'à chaque jour, à chaque jour, je grandis, je me forme, je prends le temps et d'aider les gens, d'amener les gens à faire prendre des prises de conscience que pour moi, je peux pas changer personne. J'ai aucune prétention de changer personne. Mais je pense que je peux donner des outils et je peux poser les bonnes questions à certaines personnes pour qu'ils prennent conscience d'eux. Et ça, pour moi, c'est une contribution extraordinaire parce que j'aurais aimé pouvoir avoir un paquet des outils, des stratégies que j'utilise aujourd'hui puis des connaissances que j'ai aujourd'hui. J'aurais aimé ça pouvoir me faire donner cela quand j'étais plus jeune. J'aurais vécu totalement une vie différente. Puis c'est une des raisons pourquoi j'accompagne certains adolescents qui ont des problèmes d'anxiété, tout ça, pour les aider à ne pas vivre comme moi, avec une non-maîtrise des émotions, apprendre aux jeunes de maîtriser leurs émotions et être capable
d'utiliser leur pouvoir intérieur puis de créer des belles choses, pour moi, c'est quelque chose qui est super important aussi. Ok. Dernière question. Si tu avais quelque chose que tu avais envie de partager, le mot de la fin, qu'est-ce que ce serait? Le mot de la fin, j'ai envie de dire aux gens que le privilège de vieillir n'appartient pas à tout le monde. Puis qu'à chaque jour, c'est un grand privilège de pouvoir s'ouvrir les yeux. Et ça, les gens l'oublient trop souvent. Prenez le temps d'ouvrir vos yeux et d'être dans la gratitude et de prendre le temps de dire merci à la vie pour tout ce que l'on a. Que les gens sont beaucoup dans le « j'ai pas ça, je veux ci, je veux ça », sont dans fait que vous dégagez une espèce d'énergie de manque. Soyez dans la gratitude pour dégager une énergie d'abondance, parce que la vie est remplie d'abondance. Puis l'abondance, c'est un état d'esprit. Puis quand on apprend à être dans la gratitude, puis de remercier la vie pour tout ce que l'on a, et tout ce qu'elle nous offre, le soleil, la plage, la mer, les oiseaux, les gens qu'on aime alentour de nous, tout devient tellement plus facile, puis on dégage une énergie qui fait qu'on attire vers nous les belles choses. Et tout est possible. Et une chose que je dis souvent, c'est que la vie est beaucoup trop courte pour se faire chier. Donc, faites ce que vous voulez dans la vie. Faites ce qui vous passionne dans la vie. Si vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas et qui vous fait chier à chaque jour, changez de vie. La vie est trop courte. Donc, n'attendez pas qu'un jour je ferai ceci, un jour je prendrai le temps, un jour je voyagerai, un jour j'aimerai quelqu'un, un jour je prendrai ma retraite. Un jour, c'est aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens passent à l'action, qui écoutent leur cœur, leur passion, et qui prennent le temps de passer à l'action parce que tout le monde le mérite. De vivre une vie passionnée, basée sur qui ils sont vraiment, sur leurs valeurs, alignés sur leur véritable identité. C'est ça qui est important. Du coup, forcément que je conclue en disant que c'est le bilan de compétences, la méthode cohérence que j'ai fondée. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, parce que j'avais eu ce choc-là, ce déclic-là, en me disant, mais et si ma vie, elle était alignée sur mes valeurs, sur qui je suis? Et là, tu vois, on a accompagné plus de 400 personnes à découvrir cette voie-là dont tu parles. Donc je suis contente, on est sur le même chemin. On est alignés. Complètement. C'est merveilleux. Écoute, je te remercie. C'était un superbe échange. Merci à toi. Bah oui, merci. C'est un grand plaisir. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.